te tiens aux côtés des autres nominés. Vous êtes tous les quatre en randonnion sur une petite estrade, légèrement en retrait du pupitre. Vous n'avez pas de micro. Tu te trouves à l'extrémité de droite quand on regarde depuis le public, comme c'est mon cas. Côté court, devrais-je plutôt dire, tant cela ressemble à du mauvais théâtre. Le souvenir est encore vivace. Aucun de vous n'a l'air à son aise dans sa tenue de rigueur. Vos joues sont empourprées. L'éclairage, trop intense, vous fait plisser les yeux. J'ai l'impression que tu sursautes quand ton nom retentit. Gobain machin. Tonnerre d'applaudissements. Les trois autres nominés tournent légèrement leur buste vers toi en s'appliquant à sourire. Dans le public, tout le monde sourit aussi. C'en est presque effrayant, outre ses lèvres retroussées. Chacun compte ses troupes. Tonnerre d'applaudissements. Les galeristes, les collectionneurs, les mécènes, les directeurs de musées, les directeurs de centres d'art, les commissaires, les journalistes. Chacun sourit à ses alliés. J'imaginais les choses autrement. Je pensais qu'on allait s'étreindre, ou au moins se serrer la main, mais chacun garde ses distances. Le moment n'est pas encore venu pour les scènes d'effusion. Tonnerre d'applaudissements. Ce ne sont pas les Césars, ni les victoires de la musique. La cérémonie est nettement moins fastueuse. Elle n'est pas retransmise à la télévision. Le grand public ignore qu'elle a lieu ici et maintenant au Centre Pompidou. Il va qu'à d'autres occupations. L'art contemporain n'intéresse pas le plus grand nombre. Les gens qui se trouvent ici s'en satisfont pour la plupart. Tonnerre d'applaudissements. Ton art n'en est pas moins lucratif. Il possède un avantage indéniable sur les autres productions culturelles. On peut spéculer sur sa valeur. Et toi, le lauréat, tu viens d'en faire grimper la côte. Tonnerre d'applaudissements. Je te connais bien, car je suis ton interlocutrice privilégiée à la galerie. C'est l'intitulé de mon poste, liaison artiste. D'après ce que je sais de ta manière d'être, de ta façon de réagir aux bonnes et aux mauvaises nouvelles, je dirais qu'à ce moment précis, tu n'es pas vraiment dans ton assiette. Ton visage est clos, ton regard légèrement baissé. Tu parais encore plus frêle que d'habitude, comme englouti par tes habits. Tu sembles encaisser le coup. Pourtant, je sais qu'une part de toi convoitait cette récompense, cette reconnaissance. Alors que se passe-t-il ? Tonnerre d'applaudissements. De l'audience surgissent quelques sifflets, quelques bravos, comme si l'on saluait une forme d'audace de la part du jury. Je vois bien que Lydia et Francis ont du mal à y croire. Ils semblent se congratuler par la pensée, se féliciter d'avoir misé sur toi. Peut-être pensent-ils à la toiture de leur villa dans le Luberon, ou au montant des études de leur progéniture. Mais les regards qu'ils échangent disent aussi « Comment diable a-t-on réussi ce coup ?» Il est vrai que des quatre nominés, ta proposition est de loin la plus hermétique, la plus sèche. Les jurés t'auraient-ils décerné le prix pour flatter leur intelligence ? Tonnerre d'applaudissements. Depuis que nous travaillons ensemble, tu emploies fréquemment le mot « radical » pour parler de ta pratique. À tort et à travers, dirais-je, si j'étais malveillante. Pourtant, toi et moi savons que le chemin qui t'a mené jusqu'à cette estrade a été parsemé de petites concessions et atténuations qui, toutes cumulées, t'ont déporté bien loin de ta base, bien loin de tes racines. Alors pourquoi ce mot ? Tonnerre d'applaudissements. Mais je ne t'en veux pas. D'abord parce que c'est le jeu. Ensuite parce que je t'aime bien, tu es loin d'être le pire. Tu as toujours répondu à mes emails. Tu ne t'offusques pas que je te transmette parfois des propositions un peu à côté de la plaque. Tu comprends que je ne peux pas systématiquement faire le tri à ta place. Tu les déclines avec tact. Tu t'es toujours montré courtois, avec moi en tout cas. Tu es même de bonne compagnie quand tu as l'esprit léger. Tonnerre d'applaudissements. Je ne doute pas de ta sensibilité et de l'attention que tu portes au monde qui t'entoure. Ce sont les qualités requises pour être un bon artiste. Et tu es un bon artiste. Je ne doute pas non plus de tes convictions politiques lorsque tu les énonces. Seulement, je me demande comment tu parviens à les concilier avec celles du milieu qui te fait prospérer. Je suis probablement naïve. Tonnerre d'applaudissements. Tu pourrais me rétorquer que je suis prise dans les mêmes contradictions, sauf que je vis dans un appart de merde. Tonnerre d'applaudissements. Que je ne peux même pas me targuer d'entrisme puisque je n'ai aucun pouvoir et que je suis interchangeable. Tonnerre d'applaudissements. Mais as-tu réellement du pouvoir ? Es-tu vraiment irremplaçable ? Je dois l'admettre, ce soir, sur ta petite estrade, tu marques des points.
Le mot qui me vient à l'esprit est insistance. Car il a bien fallu que tu insistes pour qu'on finisse par te remarquer. N'était-ce pas ce que tu voulais? Tous ces regards insistants braqués sur toi, d'insistantes félicitations, d'insistantes demandes d'entretien, d'insistantes propositions de partenariat, de collaboration, de financement, d'insistantes invitations à exposer, à participer, à représenter, à résider, à témoigner, à échanger, à dîner, peut-être même à dormir sur place. Tonnerre d'applaudissements. Alors, pourquoi ce visage clos et ce regard baissé? Moi, je n'ai jamais su insister. Au premier refus, je rends les armes. D'ailleurs, souvent j'anticipe, je ne demande rien. Devrais-je blâmer mon caractère? Mon éducation? En tout cas, je me sens bien seul, entouré de ces gens à qui on ne dit jamais non. Tonnerre d'applaudissements, tonnerre d'applaudissements, tonnerre d'applaudissements. Le souvenir est vivace, le souvenir est bruyant. Lydia et Francis me regardent maintenant. Elle se rapproche de moi, saisit mon bras au biceps et le presse très fort en souriant de toutes ses dents. J'essaye de lui rendre l'appareil, mais c'est compliqué, car mon salaire, lui, ne bougera pas, même avec le prix Marcel Duchamp dans ta poche. Tonnerre d'applaudissements. Je finis par lui sourire. Je souris à Lydia car malgré les rides qui apparaissent chaque jour sur son visage, à des endroits de plus en plus surprenants, elle demeure cette petite fille de bonne famille, toute fière d'avoir décroché un énième pompon. Ce prix lui donnera probablement un peu de répit et lui permettra d'échapper pour quelque temps au courroux de Francis. Pendant longtemps, j'ai pensé que tous les deux jouaient la comédie. Une comédie à visée managériale, bien entendu, pour nous, leurs employés. À elle, la douceur, la connivence. À lui, la rudesse, la brutalité. Tonnerre d'applaudissements. Puis, j'ai remarqué les ecchymoses, dissimulées sous son fond de teint. Pauvre Lydia, qui aime se vanter d'avoir été comme une mère pour moi, de m'avoir formé, modelé, tout montré, tout appris. Je lui dois bien ce sourire, tonnerre d'applaudissements. Les as-tu remarqué, toi, les ecchymoses de Lydia, Quarel? Y penses-tu depuis le haut de ton estrade? Qu'est-ce que ça te fait que ce soit ce couple qui te représente, parle en ton nom et vende ton travail? Imaginais-tu, quand tu débutais ta carrière, que son premier point d'orgue ressemblerait à ça? Clapissement, vrombissement, tonnerre d'applaudissements. Qu'après avoir sué sur une petite estrade, tu devrais te mêler à l'audience et remercier tes soutiens, un à un. Ils sont si nombreux ce soir, si impatients de te congratuler, de te dire comme tu mérites ce prix, de te dire comme ce que tu fais est époustouflant, bouleversant, de te dire comme ils ont hâte de passer un moment privilégié avec toi, de donner une réception en ton honneur. Toutes ces sommités à ta poursuite pour faire de toi leur talisman. Est-ce vraiment ces personnes que tu voulais sauver? Sacrement, châtiment, tonnerre d'applaudissements. Tu dois te demander qui est le parasite, le pique-assiette, les cornifleurs, eux ou toi? Parce qu'il y en a un, mais qui est l'autre, qui reçoit, qui est reçu? Tonnerre d'applaudissements. C'est le jeu. Je l'ai moi-même dit et l'ai entendu des milliers de fois. Peut-être que je fais la rabat-joie parce que je suis mauvaise perdante. Aujourd'hui tu es parti, et moi, je n'ai pas bougé. Que reste-t-il de cette soirée? Tonnerre d'applaudissements, tonnerre d'applaudissements, tonnerre d'applaudissements. Quand je t'ai félicité et que tu m'as souri, tu ressemblais à une fourmi. Marianne. C'est étrange de penser à Gobain en son absence, car je ne parviens pas à me le figurer autrement qu'enfant. Depuis qu'il n'est plus là, c'est comme si sa vie adulte n'avait jamais existé. C'est terrible de dire ça. Je m'en excuse. Pourtant, je le dis car rendre hommage, c'est faire aveu. Je l'ai compris avec ma sœur. Et maintenant, c'est à son tour, mon pauvre petit Gobain. C'était un enfant qui avait beaucoup d'imagination. On ne peut pas reprocher à un enfant d'avoir trop d'imagination. C'est une force, c'est une merveille. Mais ça lui causait des angoisses, surtout quand il devait se mettre au lit. Parfois, ma sœur n'en pouvait plus, alors elle me demandait de prendre le relais. J'ai toujours eu le chic pour endormir les enfants. N'allez pas croire pour autant que je suis une femme ennuyeuse.
C'est en rapport avec ma voix, je crois. Ma sœur avait une voix rocailleuse et elle chantait faux. Elle avait tant d'autres qualités, ma sœur adorait, mais elle chantait comme une casserole. Moi, j'ai toujours eu une voix douce, un joli timbre, comme on dit. Encore aujourd'hui, malgré cette petite friture due aux années, ma voix reste douce. Écoutez plutôt. Elle apaise, elle berce. C'est comme ça que je rêvais le petit Gobin. Les mots me venaient tout seuls, l'air aussi. Tourne douce, lune rousse, au-dessus de toi, petit pois. Lune brune, lune prune, n'entrera pas dans le bois. Je le voyais lutter pour garder les yeux ouverts. Ça, il n'aimait pas sentir le sommeil l'envahir. Il avait cette manie de coincer un petit bout de drap entre les doigts. Il le triturait comme un chapelet. Et quand ses forces l'abandonnaient, geste réflexe, il s'agrippait, pris de vertige, cherchant une prise pour ne pas basculer. Le jour, quand il se déguisait et faisait ses spectacles, il paraissait si étranger à lui-même que j'avais parfois l'impression de regarder un somnambule. Sous la mousse, que tu caresses de tes doigts, trouve la brume du sommeil, mon petit pois. Je livrais bataille, assise au bord du lit, affûtant mes mots, cherchant le ton, la ritournelle soporifique qui ferait mouche. Ça me changeait de Franck avec qui je n'avais rien à faire. Celui-là, à peine je l'avais bordé qu'il dormait déjà comme une souche. Mais avec Gobin, il fallait que j'accède à un état particulier pour que ça fonctionne. Je devais fermer les yeux, respirer lentement, faire le vide. J'entrais en méditation. Je devais diffuser cet état, remplir la chambre de ce nuage protecteur. Gazou azur, c'est le hibou barbu qui boue. Gazou azur, chuchote la boue qui fait des bulles. Gazou azur, chuchote l'esprit des bambous. Gazou azur, dit le caribou minuscule. Je lui murmurais mes chants, je ne les murmurais qu'à lui. Soufflant mes mots vers ses oreilles, je voulais être avec lui, le déposer tout doucement dans le sommeil. Il avait l'air si effrayé par le poids de ses paupières, ça me brisait le cœur. Il aspirait seulement à être rassuré. Si j'avais pu, je me serais glissé dans l'un de ses bâillements. Petit Gobin, Tati Marianne est juste là, auprès de toi. Je voulais l'ennuyer jusqu'à l'assoupissement, mais parfois je ne pouvais m'empêcher de le divertir. Les mésanges de centranges longe les granges, longe les granges. Les mésanges de centranges range les songes, range les songes. J'étais devenue experte à la longue, je connaissais les gammes de la somnolence, faites d'allitération et d'assonances paisibles. Je maîtrisais mon souffle et tâchais d'influer sur le sien, ce souffle court, nerveux. Pour lui, chaque soir était une première fois, un saut dans l'inconnu. J'ignore combien de temps ça lui a duré. Moi, évidemment, j'ai cessé de le bercer assez jeune. Je continuais à l'observer avec beaucoup d'amour, mais il était un mystère. Et mes anges de centranges longe le Gange, longe le Gange. Les mésanges de centranges lange les songes, lange les songes. Je le veillais, je lui épongeais le front. Je me demandais si ma voix entrait dans ses rêves, si elle avait ce pouvoir de les rendre beaux et douillets.
Monde qui change, monde qui pense, vase sans anse, monde qui se fonce quand le sommeil avance, son qui s'échange, pouvoir des sons, des ondes sopores, un enfant choix ravi par la mélopée. Il descend tout doucement comme une plume, comme du duvet, enfant choyé dans le phosphore. Il descend si lentement, comme une bulle, comme un ballon, comme un vaisseau de papier. Que trouve-t-il dans l'envers, l'enfant assoupi? Une gomme, une dragée, de l'ail. Le monde s'infiltre dans l'enfant et l'enfant s'infiltre dans le monde. Il apprend à le reconnaître. Écorce, pétale, gravier, bouton, antenne. Il tâte, il trifouille, il sent. Odeur, texture, marqueur. L'aspiration des micro-mondes au ras du sol. Toutes petites choses qui brillent, qui verdoient, rougeoient, bruissent. Toutes petites choses qui bougent et filent sous le canapé ou à travers les brins d'herbe. Moutons de poussière. L'école des étages inférieurs. Au-dessus, le balancement des branches, la lumière diffractée par les feuilles, les drapeaux qui ondoient, pavillon blanc, pavillon noir. C'est étrange. Quand je pense à lui, je ne me le figure qu'assoupi, toujours en train d'apprivoiser son monde. Pourtant, j'aimerais le revoir tout éveillé, bouillonnant, malicieux, sûr d'être là, sûr de ses jeux. J'ai lu un jour que le sommeil représentait un tiers de notre vie. J'ai fait le calcul. Peut-être était-il temps pour lui d'apprendre à dormir. J'espère lui avoir transmis quelques bases, quelques notions. J'ai travaillé toute ma vie dans une boutique dans le centre de Bordeaux. Une petite boutique dorée, un royaume pour les enfants. Mais le commerce n'a jamais été ma priorité. Je préférais observer. L'attraction des étals, leur bon vouloir. Un enfant qui tend le bras pour attraper quelque chose. On le retient. On lui fait reposer ce qu'il a eu le malheur de convoiter. Il pleure, il crie. Peut-être qu'il retrouvera l'objet une fois la nuit tombée. S'il ose, l'objet avalé, puis projeté comme un boulet de canon. Au milieu du jardin, il y a les temps. Toi, dans quel état tu étais? Pauvre tétard, à peine tété, les joyeuses mamelles de l'été. Tôt ou tard, les temps s'éteint et s'effondre asséché, comme aspiré par un siphon. Mais il suffit d'une goutte d'eau pour qu'à nouveau croissent les grenouilles, croissent les échos. Francis. À bien y réfléchir, les choses se sont mises à dégénérer à partir de la réunion. Pour Gobain d'abord, je suppose, et pour moi ensuite. J'étais arrivé avec plusieurs minutes de retard, peut-être 30, peut-être plus, ce qui est suffisamment inhabituel pour le souligner. Je suis quelqu'un de ponctuel, de professionnellement ponctuel, de maladivement ponctuel, mais ce jour-là, je n'avais pu faire autrement. Comment aurais-je pu faire autrement, sinon en aspergeant mes partenaires de mon propre sang? Je ne suis ni Chris Burden, ni Piotr Pawlenski, Dieu m'en préserve, et encore moins Sigalit Kando. Ce qui est une évidence. Lorsque mon sang coule, je n'en suis pas l'instigateur, peut-être le responsable sous certains aspects qui demeurent sujets à discussion, mais jamais le décisionnaire. Je n'aime ni me couper, ni me taillader, ni me lacérer. Je préfère lorsque mon sang reste à sa place, dans le circuit fermé de mon anatomie, pleinement dédié à l'irrigation de mes organes et qu'il n'échappe pas au-delà de la limite si précaire de ma peau. Aussi, m'étais-je présenté à la galerie avec un bandage autour de la main et une 30aine de minutes de retard, peut-être plus, en tout cas le temps nécessaire pour stopper l'hémorragie,
car quand le verre en faïence s'était brisé autour de ma main, ce verre en faïence posé sempiternellement à gauche du lavabo de la salle de bain, où Lydia et moi avions l'habitude de ranger notre brosse à dents, et au fond duquel j'avais observé ce matin un répugnant dépôt d'eau croupie, la boue de nos dents, avais-je pensé, quand ce verre en faïence avait explosé, alors même quand je récurais le fond pour en supprimer la souillure avec ardeur, avec dégoût, une ardeur et un dégoût outrancier, il faut croire, quand ce verre en faïence avait explosé et qu'un tesson avait perforé ma main, juste en dessous du pouce, dans cette zone que l'on nomme l'éminence ténard, un nom imprévisible et solitaire, vous en conviendrez, entrant dans ma chair comme dans du beurre. La protection de ma peau est-elle à ce point factice, avais-je pensé à ce moment-là, tout en espérant que le tesson ait épargné le nerf ulnaire et le nerf médian. Alors oui, quand tout cela s'était produit, le sang avait jailli abondamment, et 30 minutes, peut-être plus, mais assurément moins d'une heure, avait été un temps tout à fait honorable pour redonner à la réalité une apparence acceptable. Les accidents domestiques sont des cauchemars impatients. Je me suis donc présenté à la galerie avec cette grosse demi-heure de retard, un bandage autour de la main. Et quand Gobain m'a demandé ce qui m'était arrivé, je lui ai répondu que je m'étais fait mordre par un chien. Allez savoir pourquoi, une question d'habitude peut-être. Lydia et Anna avaient installé tout le monde dans nos bureaux et compensé mon retard par une profusion de boissons chaudes et de viennoiseries. Je me suis assis avec une sorte de rage matinale, dissipant les effluves de café, repoussant d'un revers de main le croissant qui m'était ostensiblement destiné et lui substituant mon carnet de notes pour indiquer à nos invités que nous pouvions, sans plus attendre, entrer dans le vif du sujet. Je craignais que ma mésaventure matinale n'ait déjà chamboulé le planning de la journée. Gobain, comme à son habitude, a pris la parole avec prudence, pour ne pas dire frigosité. C'est une particularité que j'ai pu observer chez nombre d'artistes cérébraux de son acabit. Cette manière d'exposer les idées par tout sautement, de commencer des phrases sans les finir, d'affirmer une chose puis de la dédire dans un même souffle, cette manie de la nuance, des circonvolutions cérémonieuses. Je savais qu'avant qu'il en vienne aux faits, je devais subir sans broncher la mise en scène des courts-circuits de son intelligence et m'efforcer donc d'adopter un air pénétré pour le contenter et accélérer autant que possible ses préliminaires. La première fois que je l'avais rencontré, 18 ans auparavant, une rencontre informelle organisée par Lydia pour tâter le terrain, comme on dit, je n'avais pas été spécialement emballé par le personnage. Et sans les arguments et l'insistance de ma conjointe, je n'aurais probablement jamais travaillé avec lui. J'aspirais à signer de jeunes artistes flamboyants, porteurs de visions puissantes, et non des intellos souffreteux qui préféraient les bibliothèques à la fureur du monde. Un profil qui ne me semblait plus répondre aux attentes du marché de l'art. Je dois admettre que les premières années m'ont donné tort. À partir du moment où il a été entre nos mains, Gobain s'est mué en pouleuse d'or, un savant mélange d'artistes prospectifs et de têtes de con qui a attisé la curiosité et provoqué un petit frisson dans le monde de l'art. Certes, il n'égalait pas la prestance glamour et vandale d'un Cyprien Gaillard qui vous transformait n'importe quel collectionneur en chatte en chaleur, mais il avait un indéniable pouvoir de séduction. Carcasse osseuse, grand pif plutôt photogénique, élégance un peu débraillée, un peu négligée même, mais toujours une odeur impeccable, chose à laquelle je suis sensible. Et puis un art de la parole docte, de l'élucubration pince sans rire, de l'érudition cryptique qui impressionnait et faisait même un peu peur d'une certaine manière quand il se mettait à vous prendre à partie pour évoquer la matière de ses œuvres, des œuvres indéniablement savantes, traversées par d'innombrables références à la littérature, à la musique, au cinéma et à l'histoire de l'art, mais dont les coutures demeuraient secrètes, occultes, rébus inviolables, autour desquels il tissait avec aisance des discours comme des lassos, une sorte de poétique de l'encerclement, ensorcelante, gracieuse, désirable. Et, ce faisant, il transmettait aussi un message, ne pas adhérer à sa démarche présentait le risque de passer pour celui qui ne l'avait pas bien comprise, faute de culture et de finesse d'esprit, chose tout à fait terrifiante pour les gens de notre petit milieu, et raison pour laquelle Lydia et moi nous amusions parfois à l'appeler le terroriste. Qui plus est, le fait qu'une galerie comme la nôtre se soit mise à le soutenir très tôt posait son homme et instillait le doute chez ceux qui, éprouvant quelques réserves dans son travail, auraient eu la tentation d'en faire étalage sur la place publique. Un rapport de force s'était vite installé en notre faveur. La dynamique était belle, le cercle vertueux. Les curateurs exposaient, les journalistes écrivaient, les collectionneurs achetaient, les distinctions se succédaient. À cette époque, Gobain pouvait être un peu cinglant, avec ses rares contradicteurs ou ceux qui ne comprenaient pas assez vite à son goût. Un tantinet soupolé, dirais-je, avec même une légère propension au scandale lorsqu'il était méché. Mais il le faisait avec goût et un art du dérapage contrôlé qui, loin de nous causer du tort, avait plutôt tendance à entériner son génie à fleur de peau. J'avais aussi repéré une petite tendance kleptomane chez lui, le sac à main d'une collectionneuse dérobé à un dîner de vernissage, un collage photographique subtilisé au cours d'une exposition collective, le double des clés de notre appartement, mais rien de bien méchant, rien qui ne puisse être réglé à l'amiable. Ces penchants gentiment transgressifs étaient tolérés de tous, car outre leur caractère souvent amusant, ils étaient perçus comme la soupape nécessaire à une production hautement frénétique.
Du monumental au petit format, de la vidéo à la sculpture, de la performance à l'édition limitée, le garçon faisait feu de tout bois et, pour notre plus grand bonheur, satisfaisait les attentes des grosses institutions comme des collectionneurs de premier plan et laissait même quelques miettes pour le chaland. L'état de grâce a duré un temps, une période que je pourrais sans exagérer qualifier de dorée. Puis, comme cela arrive malheureusement souvent avec ces êtres fragiles, aux côtés desquels Lydia et moi avons choisi de passer notre vie, insidieusement le charme s'est rompu, le fruit s'est gâté, la fougue s'est changée en désinvolture. Gobain a commencé à se dire vidé, épuisé, à se plaindre de ne pouvoir consacrer suffisamment de temps à la recherche, à rejeter de prestigieuses propositions d'exposition au prétexte d'incompatibilité philosophique, tout en se fourvoyant dans des projets et collaborations hasardeux au sein de champs de la création qu'il ne maîtrisait pas et où personne ne l'attendait. Nous avions bien réussi à faire quelque chose des 3 tomes du Terrier oculaire, cette grosse tortue asthmatique qu'il avait miraculeusement accepté de déployer au-delà de sa forme littéraire avec l'arrivée de Mariam au palais de Tokyo. Mais que dire de cette musique absconse qu'il s'était mis à enregistrer obsessionnellement avec Max et dont les cartons de vinyle invendus encombraient notre réserve? Et puis, évidemment, il y avait eu l'épisode Kermesse, avec les époux Messner, qui avaient fait un sacré remue-ménage et qui l'avaient rendu encore plus clivant, instaurant le doute même chez ses plus fervents défenseurs. À l'heure de cette réunion, où je me suis présenté avec une 30aine de minutes de retard, peut-être plus, mais assurément moins d'1 heure, pour les raisons que désormais vous connaissez, sa production plastique avait connu une baisse de régime tout à fait préoccupante. Lydia et moi avions néanmoins encore l'espoir d'un sursaut de sa part. Nous savions qu'il avait du ressort, et quand, après de longs atermoiements, le mot « exposition » a enfin été prononcé, nos regards se sont illuminés. Péchant peut-être par excès d'enthousiasme, je me suis empressé de demander à Anna de nous dresser une liste des lieux parisiens susceptibles d'être intéressés par le retour de Gobain Machin, ce qui, je l'ai immédiatement remarqué, a suscité chez notre protégé un petit air renfrogné. « Je ne veux pas d'un lieu connu », a-t-il lâché dans la foulée, sans autre explication, laissant flotter un silence bravache. Il avait, depuis quelque temps, déjà pris goût à jouer avec nos nerfs. Comme je lui indiquais d'un geste prompt qu'il avait toute notre attention, au plus profond de moi brûlait l'envie de le gifler, il a consenti à développer, expliquant qu'il avait besoin d'un lieu totalement vierge pour le milieu de l'art, d'un lieu dont personne ne connaissait l'architecture, car son intention était de dissimuler une exposition dans une autre exposition. Une exposition cachée dans une autre, l'ai-je paraphrasé dubitatif, tout en laissant errer mon regard sur les visages qui se trouvaient dans la pièce. Kim me toisait en souriant. Elle ne perdait jamais une occasion de nous signifier qu'en raison de leur vieille amitié, la primeur de tous ses projets lui était réservée. Le jeune assistant, dont j'ai en toute vraisemblance oublié le nom, ainsi que la physionomie, semblait au choix stupide ou distrait. Cela, je m'en souviens. Anna, quant à elle, faisait semblant de prendre des notes. Seule Lydia paraissait vouloir me communiquer quelque chose de consistant, et son regard voulait dire, je crois, « Attendons de voir, ce n'est peut-être pas aussi cagneux que ça en a l'air. » Il me semble d'ailleurs que c'est elle qui l'a relancé, lui demandant ce qu'il entendait par cette formule. S'agissait-il d'une exposition à double lecture, d'une exposition à la scénographie labyrinthique, une exposition miroir peut-être? Cette dernière proposition l'a fait réagir. D'une certaine manière, oui, a-t-il dit. Je voudrais donner au public la possibilité de passer de l'autre côté du miroir. Mais c'est une latence, s'est-il empressé d'ajouter. Avec les années, en plus de son naturel imbitable, il était devenu laconique, ce qui était horripilant. En dépit de nos interrogations, nous n'en avons pas appris beaucoup plus ce jour-là, si ce n'est que l'une des 2 expositions s'apparenterait à une berceuse et évoquerait des minerais disparus tels que le terbium ou la cryolite. Je me rappelle m'être demandé de laquelle des 2 expositions il parlait. S'agissait-il de la dissimulée ou de la non dissimulée? Et comment devions-nous qualifier l'exposition non dissimulée? L'exposition patente, exhibée, exposée? Nous avons aussi cru comprendre, à force de lecture entre les lignes, que plusieurs vidéos seraient réalisées pour l'occasion, ce qui expliquait la présence de Kim à la galerie ce matin-là, sans que soit précisé quoi que ce soit sur leur contenu, leur format, leur durée, leur aspect esthétique ou technique. Alors que la réunion touchait à sa fin, Gobain nous a prié de leur laisser, à lui et son assistant, le soin de trouver l'endroit, nous assurant que nous serions pleinement associés au projet une fois cela fait. Pour l'instant, il n'était évidemment pas en mesure de nous livrer davantage ses intentions, et encore moins de nous fournir croquis, maquettes ou plans. Vous devinez que ce rendez-vous nous a laissés sur notre faim. La présentation sibylline de Gobain ne nous ayant convaincus que d'une chose, le projet n'allait pas être une partie de plaisir.
Pour un artiste de son rang, revenir après un silence radio relativement long devait être un geste fort, et le faire sans le concours d'une grande institution, ni même d'un grand nom du commissariat, nous paraissait risqué, si ce n'est suicidaire. Pour autant, nous nous efforcions de voir le bon côté des choses. Il allait de nouveau se mettre à produire, et ne pouvant réaliser un projet d'ampleur sans notre apport financier, quelques leviers de négociation se présenteraient nécessairement. Le soir de ce même jour, j'ai eu de grandes difficultés à trouver le repos. Je ne cessais de penser à cette histoire d'exposition cachée dans une autre exposition, me demandant ce qu'il pouvait bien entendre par là, forçant mon esprit à produire des représentations visuelles de cette formule sans que rien de cohérent ne se montre. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve. Cela ne m'était pas arrivé depuis mon enfance. Je me trouvais avec une femme que je ne connaissais pas, dans ce qui ressemblait à la traverse principale d'un grand centre commercial. La femme aurait pu être ma mère. D'ailleurs, elle se comportait comme si c'était le cas, un peu comme si elle cherchait à m'éduquer, mais d'une étrange manière, en procédant par énigmes et par paraboles. Je me disais que je n'aimais pas cet air mystérieux et profond qu'elle se donnait. Je la regardais bien. Non, ce n'était pas ma mère. Et puis, je me rendais compte que tous les gens autour de moi s'étaient mis à courir. Au réveil, j'ai palpé mon torse avec inquiétude. Mes muscles étaient fermes, comme à leur habitude. Je ne sais pas ce que je m'étais imaginé. Le rêve m'avait probablement désorienté. Je n'ai pas pu me retenir très longtemps, même si Lydia a tout essayé pour m'en dissuader. J'ai appelé Gobain, dès 10 heures. Je savais bien que c'était irréfléchi et que je risquais de le braquer, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a répondu dès la première sonnerie. Je me suis évidemment confondu en excuses, puis je lui ai confié que je n'avais cessé de penser à ce que signifiait pour lui le fait de cacher une exposition dans une autre exposition, et lui ai demandé s'il pouvait m'en dire un tout petit peu plus. D'abord, il a produit un gémissement. Puis, il a répété mon nom 3 fois sur différentes notes. Francis, Francis, Francis. Ensuite, je le cite de mémoire, il a dit quelque chose comme « Imagine une cache et son cache, un lieu faisant écran à un autre lieu ». Alors, je lui ai demandé comment on accéderait à l'exposition secrète, s'il voyait ça comme une sorte d'énigme à résoudre ou de mot de passe à découvrir. « Non, rien de tout ça », a-t-il répondu. « Si jamais quelqu'un la trouve, ce sera par maladresse ou par effronterie. » Puis il m'a dit qu'il devait raccrocher, et c'est ce qu'il a fait. Je m'en suis immédiatement voulu de l'avoir appelé avec autant d'empressement, car il me semblait ne pas avoir posé les bonnes questions, ce qui ne me ressemblait pas. Je suis d'ordinaire organisé et précis. Toujours est-il que j'en savais encore moins qu'auparavant. La nuit suivante, je me suis mis à rêver, une nouvelle fois. Le ciel était ensoleillé et je me trouvais à un pique-nique avec de nombreuses jolies filles, très jolies filles. Je ne savais pas si elles me draguaient ou si elles se moquaient de moi. Les boissons, censées être froides, étaient en réalité tellement chaudes qu'elles étaient imbuvables. Les images de ce rêve, bien que totalement insignifiantes, ne m'ont pas quitté pendant toute la semaine qui a suivi. Je n'aimais pas du tout la sensation que produisait ce faux souvenir sous-jacent, embusqué derrière chacune de mes pensées. Qui plus est, Gobain ne donnait plus aucune nouvelle, et je craignais d'avoir mal agi en l'ayant appelé dès le lendemain de notre réunion. À la fin du mois, Lydia est allée à Londres pour la Frieze Art Fair, et je suis resté à la galerie. Un soir, elle m'a appelé pour me dire que notre stand avait été littéralement dévalisé. Et j'ai été surpris que cela ne me procure aucune joie. Immédiatement après l'appel, je suis allé dans un bar, seul, un bar juste en bas de chez nous, sans charme, sans cachet, où je ne mettais jamais les pieds et je me suis saoulé comme un ivrogne. Ensuite, j'ai rejoint notre appartement en titubant et me suis couché sans me dévêtir. Dans le rêve, ma nuque était caressée, des caresses qui allaient de bas en haut, puis de haut en bas, en un mouvement très doux et régulier, que je trouvais apaisant, relaxant. La lumière était basse, je pourrais affirmer qu'il faisait sombre, même si je distinguais quand même quelques formes, quelques contours. Et peut-être que je me trouvais dans notre chambre, mais je n'en suis pas complètement sûr. Ensuite, 2 mains se posaient sur mon ventre qui était nu, 2 mains qui appartenaient à quelqu'un qui se trouvait dans mon dos, et pourtant je ne sentais que ses mains. C'est-à-dire que je ne sentais pas son corps contre le mien, seulement ses mains sur mon ventre, ses mains qui remontaient et qui, lorsqu'elles glissaient sur mes côtes, car il s'agissait bien de cela, un glissement très fluide, très doux, qui ne faisait que frôler ma peau, sans jamais en froisser la surface, déclenchait une légère vibration au niveau de mes cuisses,
et de mon sexe, un petit tressaillement à la lisière de la douleur, et j'avais soudain très envie de me retourner pour embrasser la personne qui se trouvait derrière moi. Mais quelque chose me retenait, car je sentais qu'en faisant cela, je risquais de mettre fin à ce plaisir si particulier qui était en train de grandir en moi. Je ne me retournais donc pas. Je laissais remonter les mains le long de mon corps qui était entièrement nu, et je voyais désormais les images de mon corps, comme si je regardais mon corps nu avec des yeux qui n'étaient pas les miens, depuis des points de vue inaccessibles à mes yeux. Alors, je regardais tout autour de moi, à la recherche de ces yeux qui découpaient mon corps en images, et d'abord, je ne trouvais rien car, une fois encore, la pièce était très sombre, mais ensuite, je distinguais une surface en bois, un bois clair comme du chêne, qui pouvait correspondre à la porte d'un placard ou au plateau d'une table de chevet. Et comme je m'attardais sur les stries et les spires de cette surface, je remarquais 2 nœuds dans le bois, 2 nœuds qui brillaient et palpitaient, 2 pupilles qui m'épiaient. Roberta. Je suis allé trouver Gobin quelques semaines après son installation. J'y suis allé en qualité de diplomate, évidemment. On m'avait fait plusieurs rapports et il était temps que j'aille voir par moi-même. Une fois n'est pas coutume, je m'y suis rendu seul, sans accompagnement, par moi-même. J'ai pris ce risque, un risque mesuré, comme chaque fois que j'en prends un. Mais un risque tout de même, pleinement consenti par moi. Je ne souhaitais pas affoler Gobin en venant accompagné d'une escorte. Je ne souhaitais pas que Gobin pense que j'avais pour dessein de l'intimider. Ce n'était pas mon intention. D'ailleurs, je ne savais rien de lui, je ne connaissais pas même son nom. Et par conséquent, je ne pouvais avoir pour intention d'intimider quelqu'un dont j'ignorais la nature en tout point, à moins d'avoir été une diplomate parfaitement idiote, ce que je ne suis pas, évidemment. Je suis donc allé trouver Gobin seul et par moi-même. La diplomatie est affaire de temps et de gradation et ne peut s'accomplir autrement. Une chose que mes ressortissants peinent à comprendre, l'étirement du temps et la gradation de l'influence. Roberta, m'avait-on dit, dès les premiers jours, il faut que tu fasses quelque chose, ça ne peut plus durer, sinon on va s'en charger nous-mêmes. Et comme chaque fois que l'on m'a fixé ce genre d'ultimatum, j'ai suspendu la séance et je suis parti sans dire un mot. Je n'aime pas ressentir la pression d'autrui, d'autant plus lorsqu'il se trouve en surnombre. Et pour cette raison, je n'ai jamais cédé à la pression. Pas une seule fois dans ma vie, je n'ai cédé à la pression. Chaque fois que cela est advenu, chaque fois que l'on a tenté d'exercer une pression quelconque sur ma personne, même minime, et quel qu'en ait été le procédé ou le stratagème, je me suis contenté de couper court, et cela a suffi à ce que la pression s'évente, et que les velléités de m'extorquer une faveur idiote fassent pchit, et se déballonnent, tout simplement, comme de vieilles baudruches percées, plus de pression. Pour autant, ce qu'on m'avait raconté à propos de lui me trottait en tête. Je suis inflexible, mais je ne suis pas sourde. J'ai capté les informations, je les ai reçues, et je n'ai donné aucune compensation en échange, pas même un mot. Je n'ai éprouvé aucun scrupule à ne rien donner en échange. Je n'ai pas gaspillé ma salive pour des gens qui bafouent quotidiennement les règles élémentaires de la diplomatie, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, de cela et de nulle autre chose, une diplomatie parallèle. Même s'il serait peut-être plus juste de l'appeler diplomatie de la misère, ou diplomatie des rebuts, ou diplomatie des désespérés. Ce qu'on racontait sur lui à Aubervilliers, car à ce stade, personne ne connaissait son nom, on ne l'appelait pas encore par son prénom, Gobin, ni par d'autres sobriquets affectueux comme l'artiste, on disait sobrement « il » ou « lui ». Et donc ce qui était dit à son propos était qu'il présentait mal, qu'il était sale et se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Il s'agissait là de la première strate de reproches qu'on lui adressait. Mais je ne sais que trop bien, car je ne suis pas né de la dernière pluie, que lorsqu'on formule un premier reproche, ou dans ce cas précis, une première salve de reproches, cela cache presque immanquablement un autre reproche, plus profond, plus fondamental, car c'est ainsi que les reproches subsistent, emboîtés les uns dans les autres, comme des poupées gigognes. Le premier reproche est toujours de surface, et dissimule un second reproche, plus vital. La saleté et la curiosité mal placées ne constituaient donc pas, en dépit des apparences, l'essence du mécontentement de mes ressortissants. Elles y contribuaient indéniablement, mais la véritable force motrice qui faisait venir jusqu'à moi ces cohortes de râleurs aux mines anxieuses trouvait sa source dans le simple fait que, par son installation, Gobin avait délogé les anciens occupants de l'entrepôt et créé, bien que cela ait été involontaire de sa part, ce que je présumais alors, du mouvement et de l'agitation dans un quartier où le mouvement et l'agitation ne sont ni désirés ni souhaitables. Parce que ce quartier est ce qu'il est,
pauvres, très pauvres, et donc enclins aux revenus compensatoires et aux économies clandestines. L'instabilité n'est ni désirée ni souhaitable. On lui préfère en théorie une plate discrétion, un calme de routine, garant du bon déroulement de cette économie que l'on qualifie de parallèle, alors qu'une expression plus juste serait économie de la misère, ou économie des rebuts, ou économie des désespérés. On lui préfère une plate discrétion et un calme de routine en théorie seulement, car en réalité ce quartier est un vrai foutoir, un foutoir perpétuel, où l'instabilité et l'agitation sont monnaie courante. Il n'empêche que l'instabilité et l'agitation soient le fait d'un élément extérieur était perçu d'un très mauvais œil et mené à toutes sortes de suppositions paranoïaques quant à l'identité de cet élément extérieur, dont les trois principales étaient qu'il s'agissait d'un toxicomane, d'un journaliste déguisé en toxicomane ou d'un flic déguisé en toxicomane. Je n'ai pas eu à considérer ces hypothèses, je ne leur ai pas consacré une seule seconde de réflexion, je les ai balayées tout simplement, car je savais que Gobin s'était retrouvé là par l'entremise de Thomas Pranchard, et je ne savais que trop bien, qu'il n'y a que deux choses qui font courir Thomas Pranchard, l'argent et les emmerdes. Deux choses qui le font courir dans des directions diamétralement opposées, car Thomas Pranchard, comme beaucoup d'entre nous, est double, coupé en deux. Et pendant qu'un premier Thomas Pranchard consacre toute son énergie à courir après l'argent, l'autre Thomas Pranchard consacre, lui, toute son énergie à fuir les emmerdes. Je ne peux pas être plus clair. Pour cette raison, j'ai balayé ces hypothèses. Je ne leur ai pas consacré une seule seconde de réflexion. À propos de Gobin, je savais ce qu'il n'était pas, mais j'ignorais qui il était. Je ne connaissais même pas son nom, il me fallait un peu de temps, évidemment. Je suis donc allé le trouver seul, sans en référer à personne, sans accompagnement, par moi-même. J'ai sonné, toqué, et comme il ne répondait pas et que la porte était ouverte, je suis entré, l'ai fait sortir de son trou et il n'était pas beau à voir, sur ce, on ne m'avait pas trompé. Un visage gris, sans dessus-dessous, voilà ce que j'ai pensé. Des yeux injectés de sang, comme deux goupillottes Maxen, des yeux comme de l'acné, voilà ce que j'ai pensé en le voyant. La seconde suivante, pourtant, la seconde qui a suivi cette vision dérangeante, il a ouvert la bouche, et plutôt que le grognement que je m'attendais à entendre, il en est sorti une jolie voix pour me donner son nom. Gobin machin. Un drôle de nom. Voilà ce que j'ai pensé, moi qui m'appelle Roberta, en hommage à une chanteuse, Roberta Flack, à laquelle songeaient mes parents alors que je n'étais qu'un embryon. Gobin machin, un nom amusant, voilà ce que j'ai pensé, tout en me rappelant que mes parents songeaient à la voix ténébreuse de Roberta Flack, à la mélancolie incurable de la voix de Roberta Flack, alors que je me trouvais en gestation dans le ventre de ma mère. Gobin machin, un drôle de nom, voilà ce que j'ai pensé, moi Roberta Ouattara, qui ne suis plus un embryon, qui ne suis plus en gestation. Moi, Roberta Ouattara, femme complète et achevée. Gobin machin, j'ai tout de suite aimé ce drôle de nom. Il n'avait pas l'air surpris de ma visite. Je n'ai même pas eu à lui expliquer qui j'étais. C'était comme s'il le savait déjà. Et on avait accepté toutes les conséquences, comme s'il connaissait à l'avance toutes les conséquences impliquées par le fait de me rencontrer, moi, Roberta Ouattara. Dès ce moment, je me suis ouverte à lui, à sa manière de déblatérer et d'extrapoler, de traîner sur certains mots et d'en avaler d'autres. Il me faisait l'effet d'une radio étrangère qui aurait accosté sur mes ondes au terme d'un très long périple. Je me suis ouverte à lui, car sa voix était un sésame. Je me suis occupée de lui, moi, Roberta Ouattara, qui suis une diplomate. J'ai fait en sorte que son monde s'imbrique dans le mien, dans le quartier, son monde et le quartier, comme des poupées gigognes. Je me suis occupée de lui, avec tout mon art de la diplomatie, car il me faisait du bien. J'ai expliqué à tout le monde qui il était, à ma manière, celle d'une diplomate aguerrie. Et la pression s'était vantée comme une baudruche percée, tout simplement. Les gens se sont mis à boire le café avec lui, à lui taper sur l'épaule en lui disant « Ça va l'artiste ?» C'est ce que Gobin souhaitait, rencontrer des gens, leur parler et les amener dans son sous-sol. Voilà ce qu'il demandait. Et je lui fournissais ces gens, car en échange, je pouvais l'écouter. Je ne me lassais jamais de l'écouter, comme ces chansons que l'on se repasse en boucle pour une raison inconcevable. Même lorsqu'il dérapait et se mettait à parler de couteaux, c'était l'un de ses travers, une véritable obsession. Quand trop de passion le gagnait, je m'en occupais. On me disait « Roberta, tu ne nous aurais pas ramené un terroriste dans le quartier quand même, comme si on avait besoin de ça ?» Et moi, je leur répondais avec tout mon art de la diplomatie, qui est un art de présenter les choses sous un bonjour. « Vous avez déjà vu un artiste terroriste ?» Cela faisait bien rire tout le monde et on pouvait passer à autre chose. Je savais que les couteaux dont Gobin parlait ne pouvaient faire de mal à personne. Je n'avais qu'à m'en remettre à mon art de la diplomatie, qui est un art de jauger et de percevoir délicatement. Je n'allais jamais dans son sous-sol, mais je passais beaucoup de temps avec lui. Je n'allais jamais dans son sous-sol, car il ne m'y invitait pas, et je ne faisais rien pour provoquer cette invitation. Descendre dans son sous-sol m'aurait probablement fait voir des objets, ce dont je n'avais pas envie. Que ces paroles puissent devenir des commentaires d'objets, du verbiage sur des objets, du prêchi-prêcha d'artistes sur des objets prétendument artistiques. Je n'en avais aucunement envie.
Je sais pertinemment ce qu'est l'art, car je suis une diplomate, moi, Roberta Ouattara. Je sais que l'art est un outil parmi d'autres dans ma valise diplomatique, et qu'il se trouve là pour redoubler le discours du pouvoir, pour l'atténuer ou l'augmenter au besoin, mais qu'il ne peut jamais s'en défaire, car il est un rêve de gloire, même lorsqu'il est fait dans un sous-sol. L'art est toujours un rêve de gloire, le rêve d'un adoubement, et moi, mon art, qui est celui de la diplomatie, est un rêve d'apaisement. Je passais beaucoup de temps avec lui en dehors de son sous-sol. Je le promenais dans le quartier, loin de son sous-sol. Je l'écoutais parler. Je parlais aussi parfois en bonne diplomate pour donner l'apparence d'une discussion, mais je ne le faisais que dans un seul but, celui de l'écouter parler. Francis Ona était un sujet vers lequel j'aimais l'orienter. Francis Ona et les mines de Panguna. Francis Ona et Rio Tinto. Francis Ona et la guerre civile de Bougainville. Francis Ona et l'armée révolutionnaire de Bougainville. Francis Ona et les forces militaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Francis Ona et Joseph Kabui. Francis Ona et Payas Wingti. Francis Ona et Sir Julius Chan. Francis Ona et Big Skate. Des histoires de diplomatie, d'une catastrophe diplomatique. Il était intarissable au sujet de Francis Ona. Et peu m'importait qu'il affirme de nombreuses fois s'être rendu sur place à Bougainville, alors que mon art diplomatique du discernement me persuadait du contraire, je n'en demeurais pas moins ébloui par ce récit qui semblait pouvoir étirer à l'infini, en mêlant des connaissances historiques qui avaient tout l'air d'être solides à une inépuisable force d'affabulation. Je le faisais donc parler de Francis Ona en traversant la Mala ou le jardin ouvrier des Vertus. Je m'étais rendu compte que la marche me mettait en verve. Je me moquais bien de ce qu'on pouvait penser de nous. Pas une seule fois dans ma vie je n'ai cédé à la pression, ni devant les adolescents turbulents de la Mala, ni devant les jardiniers des Vertus. Je voulais entrer dans son langage, alors que nous traversions les jardins ouvriers des Vertus, et que ses paroles se déversaient dans les oreilles des mulots, des renards, des hérissons, des écureuils. Moi, Roberta Ouattara, femme, diplomate de métier, je voulais trouver quelque chose dans son langage, alors que nous traversions les jardins ouvriers des Vertus, où on m'avait un jour parlé de la guêpe des figuiers, qui entre dans le fruit pour s'y reproduire, et parfois s'y perd, et se trouve digéré par le fruit. Moi, Roberta Ouattara, je cherchais à entrer dans son langage comme une guêpe qui entre dans une figue, ignorant si elle en ressortira. Mais mon risque était mesuré, car je suis une diplomate endurcie. Dans son langage, j'espérais trouver une fertilité, alors que nous traversions la maladrerie, avec son béton poreux et ses vitres cassées, la désolation incurable de la maladrerie, sous ses yeux pendant qu'il parlait de Francis Ona, et de l'île de Bougainville, où il n'était jamais allé. Et pourtant, c'était comme si c'était la maladrerie qui n'existait pas, la maladrerie et toute sa désolation qui n'existait pas, alors qu'elle se trouvait sous ses yeux, et que c'était l'île de Bougainville qui existait à sa place, l'île de Bougainville et toute sa désolation à la place de la maladrerie. Et à force de l'écouter parler ainsi, les jardins ouvriers des Vertus et la maladrerie ne me semblaient plus si désolés, plus si incurables, car je me remémorais toutes les bonnes choses qui s'y étaient passées et songeais à toutes les bonnes choses qui s'y produiraient encore, vaille que vaille, malgré le foutoir perpétuel, malgré l'économie parallèle et malgré la diplomatie des désespérés que je devais y pratiquer sans relâche. Et c'était juste lui qui me paraissait désolé et incurable, juste lui, Gobin Machin, qui marchait à mes côtés et que je pressais comme un citron pour en recueillir chaque parole, toutes les paroles, jusqu'à la dernière, parce que je cherchais une forme de fertilité et rêvais d'apaisement.
quotidien. À partir du moment où il est devenu clair que Gobain avait quitté le navire, j'ai su que nous devions agir vite. On est venu ici à Aubervilliers. On est venu ici sans sa permission. J'en étais désolé, mais on voulait savoir jusqu'à quel point on était dans la merde. On a rapidement réalisé qu'on y était jusqu'au cou. C'était bien pire que ce qu'on pensait. Gobain ne s'était pas retrouvé confronté à un doute ou à un problème technique en cours de route. Ce n'était pas une panne d'inspiration passagère, non. En réalité, il n'avait rien commencé du tout, rien du tout. L'entrepôt était vide. Après une brève discussion, Francis et moi avons tranché. Il était préférable que je m'en occupe toute seule. J'étais celle qui entretenait les meilleures relations avec lui et la situation exigeait d'employer la manière douce, ce qui était mon rayon. Dès lors, j'ai consacré toute mon énergie à le débusquer. Je me doutais qu'il s'était retiré dans les Pyrénées. Je savais qu'il avait une maison de famille là-bas, car il en parlait parfois. Mais après quelques recherches, j'ai compris que cette unique information était trop vague pour que j'en découvre l'adresse. Je devais donc me résoudre à contacter sa garde rapprochée. Comme il était prévisible, personne n'a cafeté. Kim, Simon, Suzanne, Caroline, José, Gloria et les autres m'ont tous chanté le même refrain. Il fallait respecter sa décision et attendre qu'il se manifeste. La loyauté fait partie de mes valeurs et je me considère moi-même comme quelqu'un de prodigieusement loyal. Mais si j'avais attendu toute ma vie que les choses se manifestent d'elles-mêmes, sans y mettre un peu du mien, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'ai donc décidé de passer directement par la famille. J'avais conscience que je devais viser juste, au risque de voir s'évanouir mes derniers espoirs de lui mettre la main dessus. Ce qui, pour des raisons évidentes, à ce moment-là n'était pas une option. Je n'ai pas essayé d'appeler le père, potentiellement averti, peut-être même complice, et donc susceptible de prévenir Gobain. J'ai jugé plus prudent de passer par la bande. 2 éléments ont alors joué en ma faveur. Je connaissais le nom de jeune fille de la mère, Foignard, et c'était un nom suffisamment rare dans le sud-ouest de la France pour que les réseaux sociaux me mettent rapidement sur la bonne piste. Je suis d'abord tombé sur le profil de Marianne Foignard, une septuagénaire rayonnante que j'ai supposé être la tante de Gobain. L'air de famille était criant. Par chance, elle ne s'était pas mariée ou avait divorcé, en tout cas, elle avait conservé son nom. Puis les commentaires sans équivoque à base de maman chérie et mamounette sous ses photos m'ont rapidement conduite à son fils, Franck Lécueil, la quarantaine, allure sportive, rasé de frais et père de 3 petites filles. J'ai tout de suite senti que c'était la carte à jouer. J'ai de l'instinct pour ces choses-là. Scrollant les nombreuses photos de ces différents comptes, je n'ai pas mis longtemps à trouver les clichés pris à la montagne. Randonnées estivales entre amis, escalade, bivouac, première étoile de ski de la Benjamine. Certaines des photos semblaient directement prises dans le jardin de la fameuse maison. J'ai fini par identifier un nom récurrent, parfois visible sur des panneaux, parfois directement inscrit dans la légende des photos. Arins Marsou. Le lendemain, j'ai pris un vol Paris-Pau aux aurores et je suis arrivé dans le village à l'heure du déjeuner au volant de la Renault Talisman que j'avais louée pour l'occasion. J'ai traversé la petite agglomération une première fois sans quitter la route principale, épiant à travers les vitres teintées de la berline, les terrasses et les intérieurs des cafés et restaurants. L'Isard perché, la Pistomac, la Rançoise se succédaient sans que j'aperçoive la silhouette familière de mon fugitif. J'avais sur le siège passager les photos de Franck Lécueil imprimées en grand format, et il m'est apparu que la maison, qui semblait être entourée d'un petit terrain, ne pouvait se trouver dans le village même, où les habitations étaient collées les unes aux autres. J'ai donc entrepris d'écumer méthodiquement chaque petite rue des alentours, en privilégiant celle qui montait sur le versant montagneux, car on voyait directement, sur une photo prise à l'occasion d'un barbecue, que la maison offrait une vue imprenable sur la vallée. Au bout d'1 heure, mes efforts ont été récompensés. La maison est apparue au détour d'un virage. Je l'ai reconnue d'emblée avec son muret recouvert de glycine et son toit en appentis. Gobain, assis sur un transat, à l'ombre d'un grand parasol, semblait attendre mon arrivée.
J'ai mis mes lunettes de soleil et je suis sorti de la voiture. L'extérieur était chaud, immobile, silencieux, et le bruit sourd de la portière amortie par le caoutchouc m'a paru trop distinct pour être réel. J'ai fait quelques pas, puis me suis arrêté pour effectuer un salut plein de déférence, inclinant la tête et lui présentant les paumes de mes mains, comme je l'aurais fait face à une peuplade méconnue dans un coin reculé du monde. Gobain ne souriait pas, mais ne semblait pas contrarié non plus. Il s'était laissé pousser les cheveux et portait un short très court, ainsi qu'un t-shirt des déménageurs bretons, qui semblait bien trop grand pour lui. Je ne l'avais jamais vu habillé de la sorte. Je lui ai demandé si je pouvais entrer. Il s'est simplement levé en me disant qu'il allait me servir un verre d'eau. Je l'ai suivi à l'intérieur de la maison où les gros murs en pierre avaient conservé un soupçon de fraîcheur. Ce n'est pas la décoration, plutôt sommaire au demeurant, qui a attiré mon attention en premier, mais les papiers tue-mouches pendus au plafond avec leur sinistre moisson. Non, je ne suis pas une fille de la montagne, ni même de la campagne. Je n'ai jamais cueilli de mûres dans les ronces. Je n'ai jamais débroussaillé de terrain. Je ne me suis jamais baigné dans l'eau argentée d'un torrent. Ces choses-là appartiennent pour moi à la littérature ou aux spots publicitaires. C'est ce qui m'est venu à l'esprit au milieu de la salle à manger rustique qui me faisait l'effet d'un décor. Gobain a désigné du doigt la grande table en bois massif qui trônait en son centre, puis s'est dirigé vers ce qui semblait être la cuisine. Je me suis assise. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil à mon téléphone. Je n'avais pas de réseau. Ce constat a fait naître une mauvaise pensée que j'ai immédiatement chassée. Qu'avais-je à craindre ? Je connaissais Gobain depuis plus de 15 ans. Nous avions beaucoup échangé pour des raisons professionnelles évidentes, mais pas seulement. Nous abordions de nombreux autres sujets de manière spontanée. J'avais une profonde estime pour lui. C'était quelqu'un qui pouvait être un peu abrupt au premier abord, mais avec moi, il avait toujours été convivial. C'est ce que je me disais en attendant qu'il revienne de la cuisine. Il me semblait avoir entendu de l'eau couler du robinet, mais ensuite je n'avais plus rien entendu du tout. L'attente devenait inconfortable. J'ai fini par oser un Gobain qui a résonné dans le vide. Je me suis levé. Je me suis approché de la porte hésitante. Je tendais l'oreille. Je m'efforçais de respirer tout doucement pour ne pas couvrir les bruits. Au bout d'un moment, je me suis décidé à entrer dans la cuisine. La pièce était vide. Un verre d'eau était posé sur le rebord de l'évier. Une porte entr'ouverte donnait sur l'arrière de la maison. Je suis sorti et j'ai fait le tour de la bâtisse. Quand je suis revenu à l'endroit où la talisman était garée, je me suis adossé à la carrosserie brûlante et me suis allumé une cigarette pour réfléchir. Je n'avais pas envie de repartir, alors je suis retourné dans la maison. Dans la partie salon, il y avait une grande bibliothèque. J'en ai tiré Ulysse de James Joyce, que je n'avais jamais lu, mais je savais que c'était un livre que beaucoup d'artistes de ma génération affectionnaient. Ça faisait déjà longtemps que je ne lisais plus grand-chose d'autre que les communiqués de presse, les feuilles de saille et les préfaces de monographie. Je me suis installé dans le transat et j'ai commencé à lire. Ce n'était pas désagréable, mais je ne comprenais pas vraiment de quoi il en retournait. Des Irlandais dans une tour parlaient une langue déconstruite, farcie de références obscures, de citations en latin, quelque chose d'à peine lisible, mais de pas désagréable pour autant, comme je l'ai dit. J'ai pensé que beaucoup de gens devaient ressentir pareil sentiment quand ils se trouvaient devant les œuvres des artistes que je représentais. Soudain, je suis tombé sur 2 phrases limpides auxquelles je me suis raccroché. Ne te détourne plus pour méditer l'amer mystère de l'amour. Je les ai relus plusieurs fois, ignorant volontairement la phrase suivante qui pourtant semblait en compléter le sens ou tout du moins le prolonger. Puis je me suis endormi. Pendant ce temps, le soleil est descendu. Ses rayonnements obliques ont déjoué la protection du parasol. Je les ai sentis me baigner tout en dormant. Est-ce la soudaine variation de la lumière à travers mes paupières, ce brusque assombrissement qui m'a réveillé ? J'ai hésité à ouvrir les yeux et j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai écouté. Je ne percevais que le frisement des arbres. Pourtant, il y avait bien quelque chose qui s'était posté là devant moi et ne bougeait plus. J'ai fait semblant de dormir, ou j'ai continué à dormir, comme me commandait mon instinct.
Quand l'obscurité s'est éclaircie à nouveau, j'ai attendu quelques secondes puis j'ai ouvert les yeux, rencontrant le ciel mauve. 2 oiseaux sont passés au ras du sol. Un bref aboiement a retenti dans le lointain. J'ai ressenti un petit frisson. Je me suis dit que j'avais peut-être trop pris le soleil. À l'intérieur de la maison, j'ai retrouvé Gobain. Il m'a demandé si je voulais passer la nuit ici. J'ai acquiescé. Alors je vais préparer ta chambre, a-t-il dit en montant à l'étage. Quelques minutes plus tard, j'étais presque surprise de le voir réapparaître. Dehors, la lumière s'était mise à tomber d'un coup. Gobain a allumé une petite lampe dans un coin de la pièce et cette modeste lueur m'a semblé bien dérisoire face à la pénombre qui gagnait l'espace de toutes parts. Que comptes-tu faire? Et nous? Que devrions-nous faire à ton avis? Lui ai-je demandé. Il m'a regardé avec un air surpris. Le projet est toujours le même, a-t-il répondu. Je lui ai dit qu'on était allé à l'entrepôt, qu'on savait qu'il n'y avait rien. Il m'a dit que je me trompais. Nous avons partagé un dîner simple, une salade de fenouil, du pain, du fromage et quelques fruits. Nous avons bu du vin. Nous restions silencieux la majeure partie du temps. Lui, jadis si loquace, n'avait semble-t-il plus rien à dire. Mais peut-être se réservait-il pour d'autres interlocuteurs. Peut-être me blâmait-il de cette façon. Pourtant, il n'avait pas l'air fâché, ni même absent, seulement muet. Son visage, bien qu'éprouvé, me paraissait plus juvénile que lorsque je l'avais rencontré. Je me suis fait la réflexion qu'il aurait pu être mon fils si je l'avais eu très jeune. Dans le salon, il y avait une chaîne hi-fi et une pile de CD dont les boîtiers avaient manifestement été égarés. Je lui ai demandé si on pouvait mettre de la musique. Il m'a souri. Nous avons choisi l'album Purple Rain de Prince. Nous avons chantonné ensemble sur la dernière chanson, celle qui donne son nom à l'album. Au moment d'aller nous coucher, je lui ai dit que la galerie payerait les charges du terrier encore 3 mois. Ce n'était pas une menace ou un ultimatum, seulement ce que nous pouvions lui offrir sans mettre en danger notre trésorerie. Il a tapoté mon épaule en guise de reconnaissance, puis nous nous sommes souhaité bonne nuit. Allongé dans le lit alors que je sombrais, je me suis vu prendre le volant de la Talisman et rouler sur les routes de montagne avec lui à mes côtés. Le ciel était très pur. On y voyait des milliers d'étoiles et même la Voie lactée. Je lui disais que je le ramenais chez lui et lui me rétorquait que je roulais dans la mauvaise direction. Le lendemain, il m'a apporté le petit déjeuner au lit. J'ai d'abord cru à une blague. Il se tenait à l'entrée de ma chambre, torse nu, avec un plateau couvert de fruits entre les mains. Percevant sans doute mon embarras, il a déposé le plateau au sol puis a filé dans l'escalier. Je n'ai pas réussi à le trouver pour lui dire au revoir. Quand je suis redescendu dans la vallée, j'ai voulu appeler Francis pour lui faire part de la décision que j'avais prise au nom de la galerie de laisser encore 3 mois à Gobain. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas cherché à me joindre. Je me suis dit que ça pouvait attendre. En vérité, tout peut attendre. Merci. Merci d'être venu m'écouter et merci à la Maison de la Poésie de m'avoir accueilli. On se voit au bar peut-être. Merci.